Trop longtemps dans l'histoire des idées, on nous a fait croire que la philosophie n'était l'affaire que d'un seul genre. Or pourtant, durant l'Antiquité grecque, il faut comprendre que l'art de converser était affaire commune et qu'il n'y avait pas que les hommes qui pouvaient prétendre au titre de philosophe. Il y avait effectivement des femmes philosophes dans la Grèce antique. Mais qui sont-elles exactement, ces femmes philosophes indépendantes? Quelle est leur place dans l'Antiquité grecque et surtout, que nous apprennent-elles sur la pratique philosophique? On en discute aujourd'hui avec Laurent Carpentier, doctorante et professeure au Cégep de Trois-Rivières. Bienvenue à Angle mort. Laurent Carpentier, bonjour. Allô? Bienvenue à Angle mort. Lorsqu'on étudie la philosophie antique, on a tôt fait de remarquer que le panthéon des philosophes qu'on nous présente est essentiellement masculin. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation-là? Est-ce que c'est à cause du contexte socio-historique dans lequel vivaient les femmes dans la Grèce antique ou est-ce que c'est simplement un biais philosophique de notre tradition? Oui, en fait, c'est un mélange des deux. Mais oui, c'est principalement la situation sociale et économique à cette époque-là. Les femmes étaient souvent restreintes au milieu, en fait, à la sphère privée. Donc, elles s'occupaient de la maisonnée, elles s'occupaient de la famille, élever les enfants, comme notre héritage aujourd'hui aussi en Occident. Et puis, donc, elles avaient moins de temps à consacrer à la sphère publique. Elles étaient aussi très moins invitées sur la sphère publique. Sauf que ce qui est intéressant à se remémorer, c'est qu'en fait, les écoles philosophiques, c'était souvent un peu comme des communautés. Donc, c'était une espèce de mélange entre la sphère privée et publique. Il y avait souvent des partages, un repas en commun. À ce moment-là, les femmes venaient. Donc, elles ont eu accès à un accès privilégié aux écoles parfois philosophiques, ce qu'il y avait peut-être moins dans les sphères politiques ou les sphères judiciaires ou d'autres sphères publiques comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même un certain héritage des femmes philosophes. Et oui, nos biais d'aujourd'hui, de la manière qu'on enseigne et la tradition qui est typiquement masculine fait en sorte qu'on n'a pas pris souvent la peine d'aller fouiller pour trouver ces femmes philosophes-là qui sont malgré tout assez nombreuses. Quelles sont les caractéristiques communes justement de ces femmes philosophes-là? Oui, donc les femmes qui ont réussi vraiment à percer comme des grandes intellectuelles à cette époque-là, ils ont principalement 3 caractéristiques communes. Souvent, elles vont venir d'une famille qui a beaucoup de pouvoir. Donc, soit ils vont avoir un père très riche qui va être dans la sphère politique, ou encore un père qui va être intellectuel, un mari qui va être intellectuel. Donc, elles vont avoir accès à tout ce pouvoir-là, à des bibliothèques, à suffisamment de richesses pour ne pas avoir à travailler et pouvoir aller à la bibliothèque ou encore aux écoles philosophiques. Donc, ça, c'est vraiment une caractéristique commune qu'on va retrouver. Donc, c'était principalement des femmes très privilégiées qui avaient accès à ces écoles-là, à l'exception de certaines écoles comme celle pythagoricienne, parce que c'était vraiment ouvert à tous. Ensuite de ça, on a une autre caractéristique, c'est celle de la beauté. Parce que déjà, être une femme dans ce milieu-là, c'était pas nécessairement typique. Et une femme intellectuelle, ça fait peur, ça dérange. Donc, il fallait minimalement être agréable à regarder. C'est un standard minimal qu'il fallait avoir. Donc, si on était laide, c'était vraiment pas accessible de devenir une intellectuelle, d'être écoutée de la part des hommes. Donc, c'est un critère assez important. Et finalement, le 3e critère, ce serait vraiment la détermination et le courage. Parce que quand même, quand on était une femme intellectuelle à cette époque-là, on s'exposait à certains dangers. Ça pouvait rendre certains hommes jaloux. Plusieurs femmes se sont fait tuer pour leur savoir, notamment Hypatie, qui est très connue pour ça, s'est fait tuer. Il y avait un contexte sociopolitique qui avait aussi beaucoup augmenté ce danger-là. Et de ce qu'on comprend, ces femmes-là savaient dans quoi elles s'embarquaient. Donc, il fallait vraiment avoir ce courage-là et la conviction de vouloir persévérer dans ce milieu-là pour faire voir leurs idées. Tu nous nommais justement Hypatie. Quelles pourraient être les grandes figures, on va dire, emblématiques de la philosophie antique du côté des femmes, donc des noms peut-être qu'on n'a pas nécessairement entendu parler? Est-ce que tu peux nous en parler davantage de ces femmes philosophes-là, nous en nommer quelques-unes, puis nous parler un petit peu plus finalement en spécificité de ce qu'elles ont dit exactement? Oui. En fait, sur ce qu'elles ont dit, on en a très peu malheureusement. Tous leurs ouvrages ont été brûlés.
Mais il y en a 3, moi, que j'aime beaucoup, c'est sur lesquels on a peut-être un peu plus d'informations. On a Hypatie, qui était néoplatonicienne. Elle était chef d'une école, elle a eu de grandes responsabilités. On entend souvent parler de Plotin, qui a suivi Platon, qui était super important. Hypatie était à peu près l'égale de Plotin dans cette époque-là. Et puis, donc, Hypatie, on peut vraiment la décrire comme une philosophe, je vais mettre des guillemets, mais masculine, parce qu'elle s'inscrivait vraiment dans la culture dominante. Elle était reconnue pour être vraiment décente, avoir beaucoup de pudeur. Les gens pensaient tous qu'elle était vierge, donc elle avait une certaine pureté, était moins dérangeante, et ses idées étaient typiques de ses pairs masculins. C'était vraiment des idées qui touchaient astronomie, mathématiques, géométrie. Donc, elle se spécialisait dans une sphère qui appartenait à la culture dominante, donc c'était pas trop dérangeant. Malheureusement, on n'a pas assez de détails sur ce qu'elle a écrit, mais elle a fait notamment beaucoup de commentaires sur Platon. C'est ce qui a permis de la faire connaître. Puis les gens de toutes parts en Grèce se déplaçaient pour venir l'écouter en Alexandrie, elle, où est-ce qu'elle était. Donc, apparemment que c'était un grand nom comme femme philosophe, et même, en fait, parmi tous les philosophes, c'est l'historien Socrate, pas le Socrate philosophe, mais le Socrate historien du Moyen Âge, qui disait d'elle qu'elle était vraiment un grand nom parmi tous les philosophes, pas seulement comme femme, mais parmi ses pairs masculins. Ensuite, on a Théano, qui était la femme de Pythagore. Elle a été à la tête de l'école pythagoricienne avec ses fils aussi. Elle a eu des grandes responsabilités. Et Théano, on peut la décrire un peu plus comme la femme mère et conjointe, parce qu'elle a sorti un petit peu de la culture dominante pour faire une philosophie qui va s'intéresser à l'amour, aux relations familiales, à la parentalité. Donc, elle a vraiment offert des écrits puis des savoirs sur ces sphères-là, la sphère privée de la maisonnée que je parlais tantôt, qui était plus typiquement reliée aux femmes. Donc, elle a mélangé ces deux univers-là pour faire une philosophie différente, elle était dans le bon contexte pour ça. L'école pythagoricienne était une école assez ouverte d'esprit. Donc, on a Théano qui a écrit plus à ce sujet-là. Et puis, on a Hipparchia, qui est une philosophe cynique. Elle est notamment connue parce qu'elle était avec le philosophe Cratès, mais il faudrait que je revérifie, il me semble, qui était un cynique très connu. Donc, mais elle aussi, on n'a pas de ses ouvrages, on n'a rien d'elle ou très peu. Théano, on en a certains fragments, heureusement, mais faut faire beaucoup d'interprétations pour les lire, mais on en a certains fragments. Donc, Hipparchia, elle, je la décrirais comme une philosophe hippie ou plus marginale. Elle a vraiment offert une nouvelle manière, elle nous a montré une nouvelle manière d'être une femme philosophe à cette époque-là, parce que les cyniques étaient connus pour être assez marginaux, conservateur, est-ce que ça... Bon, on pourrait dire plus progressiste. Oui, plus progressiste, oui, très libérée. Elle était très libérée sur sa sexualité, sur ses pratiques. Elle faisait aucune tâche domestique. Elle était vraiment contre l'idée qu'on enferme les femmes dans ces tâches-là. Et son mari aussi. Et puis, donc c'est ça, cette femme philosophe-là nous a comme offert un nouveau modèle d'être philosophe, beaucoup plus marginal et qui a dérangé beaucoup plus aussi, mais qu'aujourd'hui, c'est super intéressant comme héritage. Je vais faire un parallèle avec ce que tu as dit précédemment parce qu'il semble effectivement que la rareté des sources, lorsque vient le temps de s'informer sur ces femmes philosophes de l'Antiquité, semble être quand même un problème majeur. Et j'aimerais savoir, dans le fond, quelles sont les sources exactement sur lesquelles on s'appuie pour les connaître et la rareté de ces sources-là, est-ce qu'elle met vraiment un frein, un obstacle considérable dans notre compréhension de ce qu'étaient les femmes philosophes durant l'Antiquité? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'interprétations parce qu'on a on a certains fragments. Pour les sources, la principale qu'on a, c'est Diogène Laërce. Lui qui a parlé, en fait, c'était comme celui qui racontait les potins de cette époque-là. Mais c'est à travers lui qu'on a connu beaucoup les femmes, parce que les potins, justement, c'est souvent sur les relations de couple, adultère, tout ça. Donc, c'est à travers lui qu'on a connu beaucoup de femmes intellectuelles. Mais il faut faire attention parce que c'est des potins aussi. Donc, il faut vraiment faire attention. Oui, on a Gilles Ménage qui a fait un livre en 2006 sur l'histoire des femmes philosophes. Lui, il nous fait vraiment un beau
beau panorama de plusieurs femmes philosophes classées selon quelle école philosophique à laquelle elles appartenaient. Et je me suis aussi fondée dans mes recherches sur Régine Pietra, qui a écrit un livre, Les femmes philosophes de l'Antiquité gréco-romaine, paru en 97. C'est mes deux principales sources. Il y a aussi, on a aussi accès à certains articles quand même. Il y a de plus en plus de chercheuses qui développent ce domaine-là, qui s'intéressent à l'histoire des femmes philosophes à ces époques-là. Et donc, il commence quand même à y avoir un essor avec l'essor des mouvements d'études féministes des années 80. Depuis ce temps-là, il y a beaucoup quand même de recherches qui se font à ce niveau-là, mais certainement que c'est beaucoup plus difficile on ne peut pas vraiment se fonder sur des gros fondements théoriques ou des gros textes pour parler d'elles. On va plus parler de leur contexte, un peu certains détails qu'on va savoir sur elles. On va en savoir notamment à quelle école elles appartenaient. Ça peut quand même nous donner des lignes directrices de leurs idées, là. Excellent. Donc, dans le fond, ce que tu nous dis, Laurent, c'est qu'à quelque part, ce qu'on connaît des femmes philosophes, c'est essentiellement ce que l'on en a dit d'elles. Oui. Et à cet égard-là, ce serait intéressant de savoir comment les contemporains de ces femmes-là les percevaient exactement. Est-ce que on les voyait d'un bon œil? Est-ce qu'on les trouvait menaçantes pour l'ordre établi? Comment on les percevait exactement? Ça dépendait vraiment. Chacune a vraiment leur histoire par rapport à ça. Comme je vous dis, par exemple, Théano, dans l'école pythagoricienne, c'était vraiment une école ouverte aux femmes, aux enfants, aux esclaves. Donc, toute cette catégorie-là, parce qu'il faut savoir, c'est ça, à cette époque-là, c'était quand même une société patriarcale. Mais l'école pythagoricienne était très ouverte. Donc, elle, on peut supposer qu'elle était acceptée, valorisée à peu près également avec ses pairs. Elle était très, très engagée, tellement qu'elle est devenue la chef de cette école-là par après. Pour Hypatie, en début de carrière, si on peut dire, elle a été acceptée pour les raisons que j'ai énumérées tantôt. Là, sa décence, son immense intelligence, elle a été reconnue très rapidement par ses pairs. Sauf que plus vers la fin de sa carrière, le contexte sociopolitique de l'époque, il y avait des guerres de religion qui commençaient à avoir lieu et elle n'était pas dans le bon clan. Et là, on aurait voulu la forcer à se marier pour se convertir et Hypatie n'aurait pas voulu. Donc là, c'est devenu un grand danger pour elle de continuer à enseigner, mais elle a continué à le faire. Donc, elle s'est fait tuer par des hommes d'un clan religieux dont je ne me souviens pas exactement c'est lequel. Mais oui, c'est ça. Donc, elle a été très dérangeante. Pour Hipparchia, que je parlais tout à l'heure aussi, était extrêmement dérangeante. Mais les cyniques, en général, étaient extrêmement dérangeants. Donc, mais si tu étais une femme, j'imagine que c'était encore pire. C'est ce qu'on entend, là, qu'elle était reconnue comme étant une femme assez dévergondée. Elle et son mari avaient des rapports sexuels sur la place publique parce qu'ils voulaient vivre comme les animaux en nature et tout ça. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, comme femme, c'était encore plus dérangeant, surtout dans ce contexte-là très précis. Et quelle est l'importance de s'intéresser aux femmes de l'Antiquité grecque? Donc, qu'est-ce que ça nous apprend de nouveau dans notre pratique et de ce qu'est la philosophie exactement? Mais ce qui est très intéressant déjà sur le plan très concret pour les étudiantes, de se reconnaître dans les cours de philosophie. Surtout le cours au Cégep Philo 1. C'est un cours où est-ce qu'on voit Socrate, Platon, Aristote, on va voir des grands hommes. Les écoles, on va parler d'abord aussi des grands hommes comme Pythagore. Et d'entendre des noms de femmes, ça leur permet de se reconnaître et ça augmente l'intérêt pour la philosophie, ça augmente vraiment la motivation et ça leur donne des modèles. C'est extrêmement important d'avoir des modèles en éducation. Donc ça, déjà, ça fait une grande différence dans la vie de ces jeunes femmes-là. Pour avoir donné un cours sur les femmes philosophes, j'ai vu des yeux s'illuminer, puis ça fait vraiment du bien de voir ça. Et même aussi, chez les jeunes étudiants, ça fait enfin un peu de diversité aussi. Il y en a beaucoup qui vont l'apprécier. Et oui, vraiment, la diversité des discours, par exemple, Théano, elle avait une philosophie qui touchait à la sphère privée, donc qui touchait à une philosophie aux relations, au rôle de parent-enfant,
qui s'intéressait à des sujets qui ont été souvent oubliés dans la tradition philosophique. Donc, ça permet vraiment d'élargir les points de vue à ce niveau-là, même à une époque aussi reculée que l'Antiquité. Donc, ça permet d'ouvrir à la diversité comme on fait en philosophie plus contemporaine. Ouais. En philo 1, on étudie beaucoup un texte qui s'appelle Le Banquet de Ouais. Platon. Puis dans ce texte-là, on met en scène justement une femme, Diotime. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui. Diotime, en fait, ce qui est spécial d'elle, c'est qu'on ne sait pas tout à fait si elle a existé vraiment. On se doute qu'il y a eu des femmes qui ont formé Socrate, ça on le sait, mais il y a toutes sortes de théories, de livres et d'articles sur Diotime. Donc, ça reste un cas un peu mystérieux. Ce qui est intéressant du discours de Diotime, c'est qu'elle a vraiment, si on en fait une analyse féministe, son discours, on peut vraiment reconnaître certains traits caractéristiques d'une pensée et d'un point de vue féminin ou féministe. Ça va être un discours beaucoup plus relationnel, qui va moins avoir tendance à se séparer en dualité. Par exemple, elle va, dans son discours, elle va parler du beau et du laid, la laideur. Et elle va dire, il y a peut-être un intermédiaire entre les deux. Déjà, parler de la notion d'intermédiaire, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent et c'est très présent dans les discours plus féministes qui vont avoir tendance à faire beaucoup de ponts. Une autre chose qui est très intéressante dans son discours, déjà, dès le début de son discours, on va l'identifier comme l'étrangère. Et dans le contexte socio-économique, la femme est l'étrangère. L'humain standard, c'est l'homme. La femme va toujours avoir une position d'étrangeté, d'étrangère, comme les enfants, l'esclave, on va l'identifier. Simone de Beauvoir parlait de l'autre avec un grand A. L'autre avec un grand A, l'étrangère avec un grand E. Donc, Diotime était une étrangère et son discours était un peu étrange. Si on en fait une lecture féministe, on peut comprendre pourquoi, notamment l'apport plus relationnel. Elle va parler aussi un petit peu des émotions. Elle va parler de l'amour, qui n'est pas, d'une manière qui n'est pas nécessairement abordée ailleurs, que ce soit dans le banquet ou dans d'autres récits là, de cette époque-là. Donc, son discours a vraiment une particularité, puis on peut en faire une interprétation féministe. Ouais. Là, je vais m'adresser à Laurent, la professeure, l'enseignante, puis aussi l'érudite en matière de philosophie. Le travail qu'on a fait de revisiter l'Antiquité grecque pour connaître la place des femmes dans le panthéon philosophique de l'Antiquité, est-ce que tu crois que c'est un travail aussi qui mériterait d'être refait aussi pour d'autres périodes de l'histoire de la philosophie, au Moyen Âge, durant la modernité, etc.? Est-ce que tu penses que c'est un travail qui est continuellement à refaire? Bien, absolument. C'est à faire, puis c'est à faire avec une profondeur le plus possible. On continue encore aujourd'hui de retrouver des accès à certains textes. Puis pendant longtemps, on n'a pas cherché les textes féminins, les textes des femmes. Donc, en prenant la peine d'en chercher, coudonc, on commence à en trouver. Donc, c'est très, très intéressant de le faire. Moi, c'est sûr, ma recherche a été faite dans le cadre d'un cours et non pas sous mon chapeau d'universitaire. On pourrait vraiment l'approfondir beaucoup plus. Ce qui serait super intéressant à faire. Et pour le Moyen Âge, déjà, juste pour donner un exemple, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, d'aller déterrer et retrouver ces femmes philosophes-là. Au Moyen Âge, on a Marguerite Porete, qui est super intéressante à lire aussi. On peut vraiment remarquer que le point de vue de la femme dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la philosophie, à cause de son rôle social, à quelle sphère de la vie elle a été identifiée, toutes les barrières que ces femmes-là ont eues dans leur vie, ça leur donne un point de vue vraiment particulier et avec une richesse dont on ne devrait pas se priver, qui est super intéressante aujourd'hui aussi à avoir. Je vous invite à lire Marguerite Porete aussi, qui est super intéressante. Elle est plus à l'époque du Moyen Âge. Lorraine Carpentier, merci beaucoup pour ce super entretien-là. Ça a été un plaisir de te recevoir. C'est vraiment un plaisir partagé. Merci. Merci à toi.